Bonjour à tous, donc dans cette vidéo donc, nous allons relire la fiche de cours donc, des édifices structurés des cristaux, donc au niveau premier enseignement scientifique. Donc on a vu donc, dans les activités, donc on a parlé de solides et de structures cristallines, donc on va déjà revoir ce que c'est que les solides cristallins ou amorphes. Alors on vous dit qu'on appelle solide tout système qui possède une forme propre, ça c'est ce que vous avez vu au collège. On distingue donc les solides cristallins, donc qui sont constitués d'une répétition quasi parfaite de l'arrangement des atomes dans les trois directions de l'espace, donc on appelle ça un agencement ordonné et régulier, alors que les solides amorphes, eux, correspondent à un état liquide, figé, pour lequel il n'y a pas d'ordre au-delà de l'échelle moléculaire, donc c'est-à-dire au-delà de quelques atomes. À l'échelle macroscopique, l'organisation régulière et ordonnée des solides cristallins conduit à la formation des cristaux, aux formes géométriques bien définies. Donc par exemple, ici on vous dit que vous avez un cristal de chlorure de sodium, donc de sel, qui est présent donc, dans certaines roches et issu de l'évaporation de l'eau de mer. Donc là vous avez ici donc, un cristal de sel, ici, donc avec un arrangement ici atomique. Vous voyez que vous avez donc tous les atomes de sodium et de chlorure, les atomes, plutôt les ions de sodium et les ions chlorure qui sont agencés ici selon un agencement que nous avons étudié dans les activités. Donc là, c'est un solide cristallin. Pourquoi? Vous avez donc une répétition quasi parfaite de l'arrangement des atomes dans les trois directions de l'espace. Vous avez un agencement qui est ordonné et régulier. Alors que les solides amorphes, c'était donc un état liquide figé. Donc si je vous en montre un, que je vais tout de suite à l'image de la fin, un solide amorphe ici, c'est ça. Donc ici, vous avez donc au niveau de l'agencement, vous avez ici donc une échelle moléculaire, on va dire. Ici, vous en avez un autre agencement, mais si vous considérez ces deux-là et que vous prenez le troisième, il n'y a aucun agencement, il n'y a aucune répétition, donc de manière ordonnée et régulière dans l'espace. Donc ça correspond à un état liquide qui a été figé. Donc généralement figé par ce qu'on appelle une trempe, c'est-à-dire un refroidissement très rapide, comme on va le voir tout de suite. Donc là, vous avez une petite image donc, qui vous explique donc, les échelles. Donc, à l'échelle du plus petit, donc, vous avez donc, la formule chimique. Par exemple, pour la calcite CaCO3, ça veut dire qu'il y a donc, dans l'espèce de base, donc, il y a un calcium, un carbone et 3 oxygènes. Dans le quartz, vous avez un silicium, un atome de silicium et 2 atomes d'oxygène. Quand vous les assemblez, donc ces formules, ces solides cristallins, vous pouvez arriver aux cristaux. Donc les cristaux qui sont l'organisation régulière et ordonnée de solides cristallins. Donc ici, ensuite, vous avez donc des cristaux qui peuvent aller jusqu'aux êtres vivants, ici, donc l'intérieur d'un coquillage ou d'une huître, ou alors jusqu'aux roches, comme on va le voir dans la suite. Donc ça, c'est pour vous donner un peu la hiérarchie entre les termes. Ensuite, description des structures cristallines. On a vu deux exemples au programme. Donc on étudie nous donc deux structures cristallines qui sont la structure cubique, notée C généralement, et la structure cubique à face centrée CFC. Donc elles ont respectivement pour maille élémentaire, donc la forme géométrique qui se répète de manière régulière pour former le cristal, donc un cube pour la forme cubique, donc un cube donc, dont les 8 sommets sont occupés par un atome. Et pour le cubique face centrée, c'est un cube dont les 8 sommets et les centres des 6 faces sont occupés par un atome. Donc ici, si je vous montre l'image, donc ici, vous avez pour le cubique, chaque sommet est occupé donc, par un atome. Alors là, vous voyez qu'ils ont mis donc, en foncé ce qui appartient à la maille et en surligné donc le reste qui n'appartient pas à cette dite maille, mais à d'autres mailles qui sont à côté, vu que tout ça, s'il y a une répétition, hein, si on est dans un cristal ordonné et régulier. Et pour le cubique face centré, donc vous avez pareil, donc un atome à chaque sommet. Et vous avez, donc ici, regardez bien, ces atomes-là, ils sont coupés en deux, parce qu'il y en a une moitié qui est foncée, qui appartient à la maille, et l'autre partie, donc, qui appartient à la maille du dessus. Alors ensuite, on appelle donc le paramètre de maille, noté A, ou C, selon les manuels, selon les exercices, donc la longueur de l'arête du cube. Il permet de déterminer ce qu'on appelle la compacité de la structure, notée petit c, qui correspond donc au volume occupé en propre par les atomes dans la maille sur le volume total de la maille. Donc je réexplique. Compacité, c'est le volume occupé en propre par les atomes, c'est-à-dire le volume d'atomes qu'il y a dans la maille, sur le volume total de la maille. Donc la compacité, c'est donc le nombre d'atomes, donc le volume occupé en propre par les atomes, c'est-à-dire le volume de tous les atomes. Bah, c'est le volume d'un atome fois le nombre d'atomes dans la maille.
Si vous avez deux atomes dans la maille, vous faites 2 fois le volume d'un atome, et donc vous obtiendrez donc tout ça, donc c'est le volume donc, en propre des atomes dans la maille. Et vous divisez donc par le volume total de la maille, mais vu que nous on n'utilise que des, en premier enseignement scientifique, donc que des mailles cubiques, le volume étant l'arête au cube. Donc le volume d'un atome, ce qu'on a vu dans les prérequis, 4 tiers de pi r au cube, le rayon de l'atome. Alors bien sûr, on va vous donner les rayons de l'atome, c'est pas à vous de les connaître. Et on vous donnera aussi donc, les longueurs, donc les paramètres de maille. On peut aussi définir, donc il est possible de déduire de ces considérations microscopiques, donc des grandeurs macroscopiques comme la masse volumique. Donc qui est donc la masse volumique connaissant bien sûr la structure cristalline qui la caractérise et le paramètre de maille. Je vous rappelle que la masse volumique c'est la masse de la maille, donc masse sur volume, donc masse de la maille divisée par volume de la maille. Donc pour la masse de la maille, vous prenez la masse d'un atome fois le nombre d'atomes, pardon. Si vous avez 4 atomes dans la maille et que vous connaissez la masse d'un atome, vous faites 4 fois la masse d'un atome, vous divisez par le volume de la maille qui est le paramètre de maille au cube, c'est-à-dire ici A au cube. Donc ça, ce sont deux grandeurs qui vont vous permettre, donc la masse volumique est une grandeur que vous avez déjà mesurée donc, au collège, c'est une grandeur donc, macroscopique qui résulte, si vous prenez le nombre d'atomes dans la maille, la masse d'un atome et le paramètre de la maille, de considérations microscopiques. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est possible de déduire à l'aide de considérations microscopiques des grandeurs macroscopiques comme la masse volumique et la compacité. Alors, on va illustrer ce schéma très simple pour que vous compreniez l'intérêt de calculer la compacité. Donc vous avez un atome à chaque sommet pour le cubique simple et pour le cubique face centré, un atome à chaque sommet, un atome au centre de chaque face. Vous avez ici une description de la maille, donc avec une perspective cavalière. Je vous rappelle que vous devez savoir donc faire des perspectives cavalières, donc il ne faut pas que l'angle de fuite soit trop élevé. Donc en gros, il faut bien pas qu'il y ait de superposition quand vous faites ça. Il faut que tout soit bien visible. Le nombre d'atomes sur la maille, ici ils ont fait grand N égale 8 fois 1 huitième. Pourquoi ? Il y a 8 sommets, et chaque atome qui est ici, donc dans un sommet, compte pour 1 huitième. C'est-à-dire que cet atome-là, il n'y a que 1 huitième de l'atome qui est en propre dans la maille. Puisque ici, il faut bien imaginer qu'en gros, dans cette répétition-là, il y a en fait cette maille-là, vous en avez 4 en dessous, 4 au-dessus, donc en tout il y en a 8. Si vous faites 8 fois 1 huitième, vous trouvez 1. Donc le nombre d'atomes par maille, c'est 1. Ensuite, 4 atomes par maille. Ici, pour calculer, c'est le même calcul, 8 fois 1 huitième, parce que vous avez 8 atomes au chaque sommet, qui comptent pour 1 huitième. Et ceux qui sont sur les faces, ils appartiennent, ceux qui sont sur les faces, celui-là, il y en a la moitié qui appartient à la maille, et la moitié qui appartient donc à l'autre maille. Donc c'est pour ça qu'ils sont comptés comme 1 demi. Et vu qu'il y a 6 faces, vous en avez 6 fois 1 demi. 8 fois 1 huitième, 1. 6 fois 1 demi, 3. 1 plus 3, 4. C'est pour ça qu'il y a 4 atomes par maille. Si vous faites la compacité, donc vous allez trouver volume occupé sur volume de la maille. Vous allez trouver 0,52 et 0,74 pour le cubique face centré. 0,52, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le volume de la maille, vous avez 52% de la place qui est occupée par des atomes. Le reste est constitué par du vide. Ici, vous avez donc une compacité de 0,74. Ça veut dire que dans la maille, il y a 74% de volume qui est utilisé par des atomes. Le reste étant occupé donc par du vide. Alors, ce qu'il faut bien vous compreniez, c'est qu'on voit tout de suite déjà, c'est qu'entre le cubique 5 et le cubique face centré, il y en a un qui est quand même beaucoup plus compact, puisque là, il y a beaucoup plus de matière en volume qu'il y en a dans le cubique simple. Donc, alors vous verrez plus tard aussi qu'il y a d'autres systèmes avec des compacités qui varient. Alors ensuite, des roches aux êtres vivants, donc caractérisées par leur formule chimique. Les minéraux s'organisent dans l'espace donc sous forme de cristaux. Donc, leur architecture correspond donc à un des 7 systèmes cristallins employés pour décrire leur géométrie. Ces cristaux sont la plus petite structure organisée qui compose généralement les roches. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une roche est composée de l'association d'un ou plusieurs minéraux. Dans de nombreux cas, les cristaux font également partie intégrante de la structure des êtres vivants. Donc on l'a vu donc ici, vous l'avez vu dans les coquillages. Donc pour ce qui est ici, je vous remontre les images. La calcite par exemple, qui est l'intérieur des huîtres ou des coquillages. Ensuite, les conditions de formation des cristaux. Donc suivant donc, les conditions de pression et de température, l'agencement des atomes peut subir une réorganisation particulière, comme le cas de certains minéraux ayant subi un métamorphisme.
Donc dans ce cas-là, un même composé de formule chimique unique pourra cristalliser dans différents systèmes cristallins et possédera donc des propriétés macroscopiques différentes. Donc ça veut dire quoi? Je prends un exemple, par exemple ici. Si vous avez une même formule chimique, par exemple Al2SiO5, si vous avez donc là où il s'est formé donc des conditions de température et de pression variables, vous aurez différents systèmes cristallins possibles, donc avec des formes différentes, mais avec la même formule. Donc dans ce cas-là, vous aurez la même formule chimique, mais vous aurez des propriétés donc, macroscopiques différentes. Pourquoi? Parce que vous aurez des agencements donc, spatiaux des atomes différents. Donc c'est pour ça que les propriétés macroscopiques différentes, c'est par exemple peut-être la masse volumique ou d'autres propriétés. Un exemple très simple et très parlant, c'est le diamant. Le diamant, c'est juste du carbone, mais dans une certaine configuration qui n'est pas la même chose que le carbone qui est dans notre mine de crayon. Le diamant est un des composés qui est très 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 dur, qui permet entre autres de découper du verre. Donc, et au-delà de ça, le tarif par exemple, donc les propriétés, généralement le diamant s'est formé à très haute pression. Donc les propriétés de ce diamant ne sont pas du tout les mêmes que celles de la mine de crayon. Et vous en connaissez un des paramètres importants, c'est le tarif. Donc possédera donc des propriétés macroscopiques différentes. Dans le cas des roches magmatiques, donc ce que vous avez vu lors des cours de SVT, la vitesse de refroidissement influence la formation des cristaux. Donc vous avez donc un refroidissement rapide d'une lave conduit à une cristallisation partielle ou quasi nulle. Il se forme alors ce qu'on appelle un verre. Un verre qui est un solide amorphe, donc ne présentant pas d'organisation cristalline. L'empilement d'entités se fait donc sans ordre géométrique. Donc en gros, quand vous avez donc une roche magmatique qui se refroidit très vite, donc vous n'avez pas de cristallisation, ou alors une cristallisation très partielle, vous obtenez ce qu'on appelle un verre, donc c'est-à-dire une structure amorphe, pas d'ordre à grande distance. Certaines roches volcaniques, elles, contiennent donc du verre, issu de la solidification très rapide d'une lave. A contrario, si bien sûr vous avez donc la structure cristalline des roches, peut résulter, elle, d'un refroidissement lent. Donc concrètement, si on vous montre une image et que vous voyez donc des cristaux, donc généralement des cristaux, c'est donc en microscopie à champ polarisant, ce sont des espèces qui sont colorées. Donc vous pouvez dire que là, il y a eu un refroidissement ici, donc qui a été très lent. Et réciproquement aussi, si vous avez aussi du noir, ça peut se dire qu'il y a une structure qui est aussi ici amorphe. Donc vous n'avez pas forcément eu les mêmes conditions de refroidissement donc pour chacun de ces minéraux. Bon, là les minéraux ici, donc pour ça c'est des minéraux. Et là il n'y a pas eu la même vitesse de refroidissement ici pour ce minéral par rapport à cette structure amorphe. Donc retenez bien ici pour ça, la vitesse de refroidissement influence donc la formation et la taille des cristaux. En gros, plus vous refroidissez lentement, plus vous allez former une structure cristalline qui sera importante en taille. Et si vous refroidissez donc de manière brutale, très rapide, vous allez obtenir une structure donc, qui sera amorphe, donc avec sans ordre à grande distance. Au niveau des images, donc là vous avez donc une roche, donc 10-1, 10 à 10 puissance 1 mètre, donc en gros de l'ordre de la dizaine de centimètres à l'ordre de 10 mètres, ça dépend de la taille. Au niveau des minéraux, donc vous allez de la taille donc de 10-2, c'est-à-dire du centimètre, à 10-4, dixième de centimètre. Au niveau des solides cristallins, donc vous pouvez aller donc du centimètre au nanomètre. Et au niveau de la maille, donc ça c'est un répétissement, vous voyez, une répétition régulière et ordonnée donc d'une maille. Donc ici, et cette maille, regardez bien, c'est la plus petite entité qui se répète si vous voulez. Et donc nous on en a vu deux, on a vu la cubique simple, un atome par maille, un à chaque sommet, et cubique face centrée, donc là on est un peu plus petit, on est au niveau de l'angstrom, 10-10, 4 atomes par maille, donc c'est un atome ici à chaque sommet qui compte pour un huitième, et un atome au milieu de chaque face qui compte pour un demi. Et pour les solides amorphes, donc ici, c'est généralement les parties noires, donc dans les microscopes polarisants. Donc vous n'avez pas d'ordre à grande distance, c'est-à-dire qu'ici, l'ordre que vous obtenez ici à grande distance, ordonné, un arrangement régulier et ordonné, vous n'avez absolument pas ça dans le solide amorphe. C'est pour ça qu'on dit que c'est un aspect liquide figé. Donc un même composé peut cristalliser sous différents types de structures selon les conditions de refroidissement.
Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on regarde donc un minéral, donc ici, et extrait d'une roche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo donc, vous sera utile.